Un badge oublié sur le banc du tribunal scintille sous la lumière, prêt à déclencher une tempête de justice qui ébranlera Marseille. Ce jeudi matin à Marseille, la salle d'audience du tribunal est un chaudron prêt à exploser. L'air est glacial, saturé d'une tension qui fait frémir les murs anciens. Les bancs de bois grincent sous le poids des spectateurs, leurs murmures étouffés par l'attente d'un procès pour brutalité policière qui promet de révéler des vérités enfouies. Les détecteurs de métaux à l'entrée bourdonnent encore, tandis que les avocats ajustent leur dossier, leur regard nerveux balayant la salle. Au fond, un badge de police, oublié sur un banc, capte un éclat de lumière, comme un présage sinistre d'une justice qui ne pardonnera pas. Les spectateurs, serrés les uns contre les autres, retiennent leur souffle, sentant que ce jour ne sera pas comme les autres. Chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un compte à rebours vers une confrontation inéluctable. Fatima Diallo, une femme danoise de 36 ans d'origine sénégalaise, entre dans la salle, son pas mesuré contrastant avec l'hostilité ambiante. Vêtue d'une simple robe noire, ses cheveux tressés avec soin, elle s'assied à droite, un dossier usé entre les mains. Ses yeux, perçants derrière ses lunettes, scrutent la salle avec une intensité qui fait frémir. La foule la dévisage, certains avec mépris, d'autres avec curiosité, mais tous ignorent qu'ils assistent à l'entrée d'une tempête. La colère gronde sous sa peau, une rage contenue face à des années d'injustice, prête à éclater dans cette arène où le pouvoir pense encore régner. Avant de plonger dans ce récit brûlant, si vous êtes prêt à vibrer pour la justice, commentez 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous doutez, laissez un like pour soutenir et restez jusqu'à la fin pour un retournement qui vous laissera sans voix. Dans l'ombre du badge oublié qui scintille encore sur le banc du tribunal, une présence discrète mais puissante s'impose, prête à renverser l'équilibre fragile de cette salle d'audience. Fatima Diallo, 36 ans, d'origine sénégalaise, s'installe sur le banc de droite avec une dignité qui contraste violemment avec l'hostilité ambiante. Sa robe noire, simple mais élégante, et ses cheveux tressés avec soin soulignent une retenue qui cache une tempête intérieure. Ses lunettes, posées sur son nez, captent un éclat de lumière, mais c'est son regard, perçant et inébranlable, qui fige l'attention de ceux qui osent croiser ses yeux. Dans ses mains, un dossier usé, marqué par des années de lutte, repose comme une arme silencieuse. Fatima, avec son calme apparent, est une énigme pour les spectateurs. Certains murmurent entre eux, échangeant des regards méprisants, tandis que d'autres, intrigués, se demandent qui est cette femme qui ose s'asseoir dans une salle où le pouvoir blanc règne en maître. Mais sous cette façade de sérénité, une rage profonde gronde, une colère forgée par des décennies d'injustice, de regards dédaigneux et de mots qui blessent comme des lames. La salle d'audience, un microcosme de la société marseillaise, est un théâtre où les rôles semblent prédéfinis. Les avocats, dans leurs costumes impeccables signés Hermès, feuillettent leurs dossiers avec une assurance feinte, tandis que les spectateurs, serrés sur les bancs, observent avec une curiosité mêlée d'appréhension. Au centre de ce théâtre, le juge Bernard Moreau, un homme au visage sévère et aux manières aristocratiques, trône derrière son pupitre, son regard fuyant évitant soigneusement celui de Fatima. À ses côtés, Pierre Leclerc, l'accusé, un officier de police à la carrure imposante, se tient droit, son uniforme impeccable reflétant une autorité qu'il croit intouchable. Pierre, avec ses 17 ans de service au sein de la police marseillaise, incarne l'arrogance d'un système qui protège les siens, peu importe leurs crimes. Ses yeux, d'un bleu glacial, scrutent la salle avec un mélange de défi et de mépris, comme s'il était le véritable maître des lieux. Mais c'est sur Fatima que son regard s'arrête et une lueur de dédain traverse son visage. Il ajuste son col avec une théâtralité calculée, un sourire narquois étirant ses lèvres. À voix basse, mais assez forte pour que les premiers rangs l'entendent, il murmure à un collègue « Regarde-moi ça, une Sénégalaise qui se prend pour une avocate. Elle doit être perdue, non ? Peut-être qu'elle cherche les cuisines du tribunal. » Les mots, chargés de racisme, claquent comme un fouet dans l'air tendu de la salle. Quelques spectateurs ricanent, nerveusement, tandis que d'autres baissent les yeux, complices par leur silence. Une femme élégante, portant un foulard Chanel, serre son sac contre elle, mal à l'aise, mais ne dit rien. Un avocat, stylo en main, fait mine de ne pas entendre, son regard fixé sur ses notes. L'indifférence de la salle alimente la rage qui bout sous la peau de Fatima, une colère qui menace d'exploser à chaque seconde. Un détail nouveau vient alors attiser la tension.
Sur le dossier que tient Fatima, un badge de la police judiciaire, discret mais visible, scintille sous la lumière. Ce badge, portant une inscription à peine lisible, attire l'attention d'un jeune greffier, assis près du juge. Il fronce les sourcils, troublé, et murmure à une collègue « Ce badge, on dirait celui d'un agent spécial ». Leur échange, bien que discret, commence à semer le doute dans la salle. Les murmures s'intensifient et quelques spectateurs se penchent pour mieux voir. Mais Pierre, inconscient de ce détail, continue son assaut verbal, sa voix montant d'un ton « Alors ma chère, tu as apporté ton titre de séjour, j'espère ? Ou peut-être que tu comptes sur la charité française pour te laisser parler ?» Ces mots, crus et racistes, font frémir la salle. Une femme âgée, portant un collier de perles, se retourne, choquée, tandis qu'un jeune homme, étudiant en droit, commence à filmer discrètement avec son téléphone, sentant qu'un moment historique se prépare. Fatima, toujours immobile, serre le dossier contre sa poitrine, ses ongles s'enfonçant dans le cuir usé. Sous son calme apparent, une tempête de rage fait trembler ses muscles. Chaque mot de Pierre est une blessure, un rappel des innombrables fois où elle a été réduite à sa couleur de peau, à son origine, à sa prétendue place dans une société qui la rejette. Mais elle ne flanche pas. Ses yeux, brûlants d'une fureur contenue, fixent Pierre avec une intensité qui le fait vaciller un instant, bien qu'il refuse de l'admettre. La salle, désormais suspendue à ce face-à-face silencieux, retient son souffle, sentant que l'arrogance de Pierre est sur le point de se heurter à une force qu'il n'a pas anticipée. Le badge sur le dossier, ce détail que personne n'ose encore nommer, promet une révélation qui ébranlera les fondations même de ce tribunal marseillais. Alors que le badge scintillant sur le dossier de Fatima Diallo attire les regards comme un aimant, une vague de mépris raciste déferle dans la salle d'audience portée par l'arrogance de Pierre Leclerc. L'officier de police, vêtu de son uniforme impeccablement repassé, se tient au centre de la salle comme un roi intouchable, son regard bleu glacial balayant l'assemblée avec une suffisance qui fait frémir. Il ajuste son col avec une théâtralité exagérée, un sourire narquois étirant ses lèvres, et lance une nouvelle attaque verbale, sa voix résonnant dans le silence oppressant de la salle. « Alors, ma petite, tu es venue témoigner ou supplier pour un visa ? Les gens comme toi, on sait où vous finissez toujours. » Les mots, trempés de racisme, claquent comme des coups de fouet, visant à réduire Fatima à une caricature, une étrangère indésirable dans cette arène de pouvoir blanc. Quelques spectateurs ricanent, complices par leur lâcheté, tandis que d'autres détournent le regard, leur visage crispé par la gêne. Une femme élégante, portant un manteau Dior, serre son sac contre elle, ses lèvres pincées de dégoût, mais elle ne dit rien. Un avocat, stylo en main, fait semblant d'écrire, évitant soigneusement de croiser les yeux de quiconque. Fatima, assise à droite, reste immobile, son dossier usé serré contre sa poitrine. Ses ongles s'enfoncent dans le cuir, mais son visage demeure impassible, un masque de calme qui cache une tempête intérieure. Sous sa peau, une rage volcanique bouillonne, nourrie par des années d'humiliation, de regards méprisants et de portes fermées à cause de sa couleur et de ses origines. Chaque mot de Pierre est une blessure, un rappel des innombrables fois où elle a été réduite à un stéréotype, où sa voix a été étouffée par un système qui protège des hommes comme lui. Mais elle ne flanche pas. Ses yeux, brûlants d'une fureur contenue, transpercent Pierre, et pour un instant, il vacille, troublé par l'intensité de son regard. La salle, suspendue à ce face-à-face silencieux, retient son souffle, sentant que l'arrogance de Pierre est sur le point de se heurter à une force qu'il n'a pas anticipée. Un élément nouveau vient alors électriser l'atmosphère. Le jeune greffier, qui avait remarqué le badge sur le dossier de Fatima, se penche vers une collègue et chuchote fébrile. « Ce badge, j'ai vu le même lors d'une formation à Paris. C'est celui des agents fédéraux. » Leur échange, bien que discret, commence à semer le doute parmi les spectateurs. Une femme d'affaires, assise à l'arrière, sort son téléphone et commence à chercher des informations, ses doigts tremblants d'excitation. Un étudiant en droit, déjà en train de filmer, zoome sur le badge, murmurant à son voisin « Elle n'est pas une simple témoin ». Les murmures se propagent comme une onde, chaque spectateur commençant à connecter les indices. Le badge, la posture de Fatima, son calme surnaturel. Le juge Bernard Moreau, jusque-là impassible derrière son pupitre, fronce les sourcils, ses doigts tapotant nerveusement sur son bureau. Il sent que quelque chose échappe à son contrôle, mais il refuse de montrer sa faiblesse.
Pierre, inconscient du danger qui se profile, continue son assaut verbal, sa voix montant dans les aigus, presque hystérique. « Allez, parle, toi qui te crois si importante. Tu penses que ce tribunal est fait pour des gens comme toi? Retourne dans ton pays si tu veux de la justice. » Ces mots, crus et racistes, font basculer l'ambiance. Une femme âgée, portant un collier de perles, lâche un « Mon Dieu !» étouffé, tandis qu'un homme d'affaires, jusque-là silencieux, serre les poings, visiblement révolté. Mais Pierre, grisé par son propre spectacle, ne voit rien de tout cela. Il se tourne vers un collègue officier, ricanant. Elle doit être habituée à nettoyer les tribunaux, pas à y parler. Cette nouvelle insulte, plus humiliante encore, fait frémir la salle. Une jeune femme, influenceuse marseillaise, commence à tweeter en direct. Un flic insulte une femme noire au tribunal. Ça va mal finir. Marseille, justice. Soudain, un geste de Fatima change tout. Elle pose lentement une main sur son dossier, ses doigts effleurant le badge avec une précision calculée. Ce mouvement, presque rituel, fait frissonner le greffier qui murmure « Elle sait ce qu'elle fait ». La salle entière semble suspendue à ce geste, chaque spectateur retenant son souffle. Même Pierre, malgré son arrogance, marque une pause, troublé par l'intensité du silence de Fatima. Mais il se reprend vite, ricanant avec une bravade forcée. « Quoi, tu penses que ton dossier va m'impressionner? Tu es pathétique !» Ces mots, cependant, sonnent creux, comme s'il sentait au fond de lui qu'il venait de signer son propre arrêt de mort. La salle, autrefois un théâtre d'élégance et de pouvoir, est maintenant une poudrière, chaque insulte de Pierre ajoutant une étincelle à un feu qui menace de tout consumer. Dans la lourdeur oppressante de la salle d'audience marseillaise, où les insultes racistes de Pierre Leclerc résonnent encore, Fatima Diallo demeure une statue de marbre, son silence plus menaçant qu'un cri. Le badge de la police judiciaire, scintillant sur son dossier, est devenu un point de fixation pour les spectateurs, un symbole d'une vérité que personne n'ose encore nommer. Pierre, grisé par son propre pouvoir, continue de cracher son venin, inconscient du piège qui se resserre autour de lui. Mais Fatima, derrière son masque de calme, est une tempête prête à éclater. Ses yeux, brûlants d'une rage contenue, fixent Pierre avec une intensité qui semble le transpercer. Et sous sa peau, une colère volcanique bouillonne, nourrie par des décennies d'injustice, de mépris et de portes fermées à cause de sa couleur et de ses origines. Chaque mot de Pierre est une blessure, un rappel des innombrables fois où elle a été réduite à un stéréotype, où sa voix a été étouffée par un système qui protège des hommes comme lui. Mais elle ne flanche pas encore. Elle attend, patiente, calculatrice, laissant l'arrogance de Pierre sceller son propre destin. Pierre, sentant qu'il perd l'attention de la salle, redouble d'agressivité. Il se penche en avant, pointant un doigt accusateur vers Fatima, sa voix tremblante d'une rage mal contrôlée. « Tu penses que tu peux venir ici, dans notre tribunal, et jouer les héroïnes? Les gens comme toi n'ont rien à faire dans des endroits comme celui-ci. Retourne dans ta brousse !» Ces mots, chargés de racisme, visent à humilier, à écraser Fatima devant tous. Quelques spectateurs grimacent, leur regard passant de Pierre à Fatima avec une tension croissante. Une femme en tailleur Balenciaga, assise à l'avant, serre son collier de perles, son visage crispé par l'inconfort. Un jeune avocat, jusque-là absorbé par ses notes, lève les yeux, troublé par la violence des propos. Mais Pierre, encouragé par le silence de la salle, continue, sa voix montant dans les aigus. « Allez, parle, toi qui te crois si importante. Ou peut-être que tu préfères nettoyer le sol pendant qu'on travaille. » Ces mots, plus humiliants encore, font frémir la salle. Une femme âgée portant un chapeau Chanel murmure un « Quelle honte !» indigné, tandis qu'un étudiant en droit filme toujours, son souffle court d'anticipation. Un élément nouveau vient alors électriser l'atmosphère. Le greffier, qui avait murmuré à sa collègue à propos du badge, remarque un détail supplémentaire. Une broche discrète, épinglée sur le revers de la robe de Fatima, portant l'insigne discret d'une unité fédérale anticorruption. Il blêmit, chuchotant « Ce n'est pas possible, elle est des leurs ». Cet échange, bien que discret, se propage comme une onde. Une influenceuse marseillaise, assise à l'arrière, tweet en direct. Une femme noire humiliée au tribunal, mais elle porte un insigne fédéral, Marseille Scandale. Les murmures s'intensifient, chaque spectateur commençant à connecter les indices, le badge, la broche, le calme surnaturel de Fatima.
Le juge Bernard Moreau, jusque-là impassible, sent la tension monter. Ses doigts tapotent nerveusement sur son bureau, et pour la première fois, une lueur d'inquiétude traverse son regard. Il sent que quelque chose échappe à son contrôle, mais il refuse de montrer sa faiblesse, se contentant de feuilleter ses dossiers avec une feinte indifférence. Fatima, toujours immobile, ajuste légèrement ses lunettes, un geste qui semble anodin mais qui fait monter la tension d'un cran. Ses yeux, visibles un instant, brillant d'une fureur froide, comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Ses doigts serrent le dossier, et sous son calme apparent, une tempête de rage fait trembler ses muscles. Elle n'a pas encore parlé, mais son silence est une arme, une menace qui pèse sur la salle comme une ombre. Pierre, sentant l'hostilité grandissante, devient plus agressif, sa voix tremblant de rage. « Tu n'as rien à dire, hein? Trop effrayé pour affronter un vrai Français ?» Mais cette fois, son attaque sonne désespérée, comme s'il sentait le sol se dérober sous ses pieds. La salle, autrefois un havre de pouvoir, est maintenant une poudrière, chaque insulte de Pierre ajoutant une étincelle à un feu qui menace de tout consumer. Alors que l'intensité du silence de Fatima Diallo pèse comme une ombre menaçante sur la salle d'audience marseillaise, un secret se dévoile lentement, transformant l'arrogance de Pierre Leclerc en une arme contre lui-même. Le badge de la police judiciaire et la broche discrète sur la robe de Fatima, remarquée par le greffier et murmurée parmi les spectateurs, ont semé les graines du doute, mais personne n'ose encore nommer la vérité. Fatima, toujours immobile, est une énigme vivante, son calme apparent masquant une fureur qui menace d'éclater à tout moment. Sous son regard perçant, Pierre vacille, bien qu'il refuse de l'admettre, et ses insultes racistes, désormais perçues comme des actes désespérés, commencent à retourner la salle contre lui. Mais ce que personne ne sait, c'est que Fatima n'est pas une simple témoin. Elle est une arme, une agente fédérale infiltrée, placée ici pour démasquer un réseau de corruption qui gangrène Marseille depuis des années. Fatima Diallo, 36 ans, d'origine sénégalaise, n'est pas arrivée dans cette salle par hasard. Pendant 8 mois, elle a travaillé dans l'ombre, collaborant avec une unité spéciale anticorruption basée à Paris. Chaque mouvement qu'elle a fait, chaque dossier qu'elle a ouvert, chaque mot qu'elle a entendu a été minutieusement documenté. Elle connaît Pierre Leclerc mieux qu'il ne se connaît lui-même. Ses abus de pouvoir, ses intimidations de témoins, ses liens avec des figures influentes de Marseille. Elle sait que Pierre n'est pas un simple officier corrompu. Il est un rouage essentiel d'un système plus vaste, protégé par des hommes comme le juge Bernard Moreau. Fatima a étudié leurs schémas, leurs habitudes, leurs failles, et aujourd'hui, dans cette salle, elle est venue pour mettre fin à leur règne. La rage qui bouillonne en elle n'est pas seulement personnelle. Elle est le cri de toutes les voix étouffées par ce système, de toutes les vies brisées par l'arrogance de ceux qui se croient intouchables. Un élément nouveau vient alors attiser la tension. Une jeune femme, assise au fond de la salle, une journaliste indépendante nommée Camille, remarque un détail que personne n'avait encore vu. Un micro discret, dissimulé sous le col de la robe de Fatima, clignotant d'une lumière rouge à peine perceptible. Camille, qui avait déjà entendu des rumeurs sur une opération fédérale à Marseille, écarquille les yeux et commence à filmer avec son téléphone, murmurant à son collègue « Elle enregistre tout, depuis le début ». Cette révélation, bien que chuchotée, se propage comme une onde de choc. Un avocat, assis à l'avant, se retourne, ses yeux passant du micro à Fatima, puis à Pierre, qui continue son assaut verbal, inconscient du piège qui se referme sur lui. « Tu penses que tu peux venir ici et nous faire la leçon ?» aboie Pierre, sa voix tremblante de rage. « Les gens comme toi, on les remet à leur place. » Ces mots, chargés de racisme, sont capturés par le micro, chaque insulte devenant une preuve irréfutable contre lui. La salle, désormais un théâtre de tension, est suspendue à chaque mouvement de Fatima. Le greffier, qui avait murmuré à propos du badge, échange un regard paniqué avec sa collègue, murmurant « Si elle est fédérale, on est tous dans le pétrin ». Les murmures s'intensifient, transformant la salle en une cocotte minute prête à exploser. Camille, la journaliste, tweet en direct « Une agente fédérale infiltrée au tribunal de Marseille, Pierre Leclerc va tomber. Justice Marseille ». Son tweet, relayé instantanément, attire l'attention des autres spectateurs qui sortent leur téléphone, cherchant des preuves en ligne. Une femme d'affaires, assise à l'arrière, murmure à son voisin « Elle a tout prévu, depuis le début ». Le juge Bernard Moreau, sentant l'hostilité grandissante,
tente de reprendre le contrôle, sa voix tremblante. Silence dans la salle. Mais son autorité vacille, et pour la première fois, une lueur de peur traverse son regard. Soudain, un geste de Fatima fait basculer l'ambiance. Elle ajuste lentement le micro sous son col, un geste délibéré qui fige la salle. Ses yeux, brûlants d'une fureur froide, transpercent Pierre, qui vacille un instant comme frappé par une force invisible. La salle entière retient son souffle, suspendu à ce moment. Pierre, sentant l'attention lui échapper, devient plus agressif, sa voix montant dans les aigus. « Tu n'as rien à dire, hein? Trop effrayé pour parler? Les gens comme toi n'ont jamais rien à faire ici. » Mais ces mots, loin de renforcer son autorité, sonnent comme un ultime acte de désespoir. Les spectateurs, désormais captivés par le mystère de Fatima, commencent à se retourner contre lui. Une femme âgée, portant un foulard Hermès, marmonne « Quel goujat !» tandis qu'un jeune couple filme discrètement la scène, anticipant un moment viral. Fatima, toujours silencieuse, pose une main sur son dossier, un geste qui semble anodin mais qui fait monter la tension d'un cran. La salle, autrefois un havre de pouvoir, est maintenant une poudrière, chaque insulte de Pierre ajoutant une étincelle à un feu qui menace de tout consumer. Ce procès n'est pas un accident. Il a été orchestré dans les moindres détails pour révéler les failles d'un réseau de corruption qui gangrène Marseille depuis des décennies. Fatima, en tant qu'agente fédérale, a été placée ici avec un objectif précis: observer et documenter les agissements de Pierre Leclerc et du juge Bernard Moreau lorsqu'ils se croient intouchables. Chaque mot prononcé par Pierre, chaque ricanement partagé avec ses collègues, chaque silence complice de Moreau a été anticipé et enregistré. L'opération, menée en collaboration avec une unité anticorruption basée à Paris, a nécessité des mois de préparation, de réunions secrètes dans des bureaux anonymes et de nuits blanches à analyser des dossiers. Fatima a étudié les moindres détails de leur vie, les pots de vin versés sous forme de dons discrets à des associations fictives, les témoins intimidés dans les ruelles sombres de la ville et les jugements truqués qui ont brisé des familles entières. Elle sait que Pierre et Moreau ne sont pas des exceptions. Ils sont les piliers d'un système qui protège les puissants au détriment des plus faibles. Un système qui a prospéré dans l'ombre de la justice marseillaise. Un élément nouveau vient alors électriser la scène. Camille, la journaliste indépendante qui filme depuis le fond de la salle, remarque un détail troublant. Un dossier, posé sur le bureau du juge Moreau, porte une étiquette à peine visible, marquée d'un symbole discret, celui d'une opération fédérale. Elle zoome avec son téléphone, son cœur battant à tout rompre, et murmure à son collègue « Ce n'est pas un procès ordinaire. » Tout était prévu. Cette révélation, bien que chuchotée, se propage comme une onde de choc. Un avocat, assis à l'avant, se retourne, ses yeux passant du dossier à Fatima, puis à Pierre, qui continue son assaut verbal, inconscient du danger. « Tu penses que tu peux venir ici et nous faire la morale ?» aboie Pierre, sa voix tremblante de rage. « Les gens comme toi, on les écrase avant qu'ils ne parlent. » Ces mots, capturés par le micro de Fatima, résonnent comme un aveu de culpabilité, chaque insulte devenant une preuve irréfutable contre lui. La salle, désormais un théâtre de tension, est suspendue à chaque mouvement de Fatima. Le greffier qui avait murmuré à propos du badge échange un regard paniqué avec sa collègue, murmurant « Si elle est fédérale, Moreau est fini. » Les murmures s'intensifient, transformant la salle en une cocotte minute prête à exploser. Camille tweet en direct « Un procès truqué à Marseille, une agente fédérale piège un flic corrompu, justice Marseille. » Son message, relayé instantanément, enflamme les réseaux sociaux, attirant l'attention des autres spectateurs qui commencent à filmer la scène. Une femme d'affaires, assise à l'arrière, murmure à son voisin « Elle a tout orchestré, depuis le début. » Le juge Bernard Moreau, sentant l'hostilité grandissante, tente de reprendre le contrôle, sa voix tremblante. « Silence dans la salle, nous allons poursuivre. » Mais son autorité vacille, et pour la première fois, une lueur de peur traverse son regard. Il sait que quelque chose de grave se prépare, mais il refuse de l'admettre, serrant ses dossiers comme un bouclier. Un détail supplémentaire vient alors intensifier le drame. Un spectateur, un ancien policier à la retraite nommé Jacques, remarque une cicatrice distinctive sur la main de Fatima, une marque qu'il reconnaît d'un reportage sur les agents fédéraux ayant démantelé un réseau de corruption à Lyon 2 ans plus tôt.
Il murmure à sa voisine, une avocate, « Cette cicatrice, c'est elle, l'agente qui a fait tomber le réseau de Lyon. » Cette information, bien que discrète, se propage rapidement, ajoutant une couche de mystère à l'identité de Fatima. Les spectateurs, désormais convaincus qu'elle n'est pas une simple témoin, commencent à chuchoter avec fébrilité, leur téléphone capturant chaque instant. La tension dans la salle atteint un point de rupture, et même Pierre, malgré son arrogance, semble sentir que quelque chose cloche. Il ajuste nerveusement son col, son regard passant de Fatima au juge Moreau, cherchant un soutien qui ne vient pas. La salle, autrefois un théâtre d'élégance, est maintenant une arène où l'arrogance de Pierre est sur le point de se heurter à une justice qu'il n'a jamais anticipée. Un détail supplémentaire vient alors intensifier le drame. Un spectateur, un ancien policier à la retraite nommé Jacques, remarque une cicatrice distinctive sur la main de Fatima, une marque qu'il reconnaît d'un reportage sur les agents fédéraux ayant démantelé un réseau de corruption à Lyon 2 ans plus tôt. Il murmure à sa voisine, une avocate, « Cette cicatrice, c'est elle, l'agente qui a fait tomber le réseau de Lyon. » Cette information, bien que discrète, se propage rapidement, ajoutant une couche de mystère à l'identité de Fatima. Les spectateurs, désormais convaincus qu'elle n'est pas une simple témoin, commencent à chuchoter avec fébrilité, leur téléphone capturant chaque instant. La tension dans la salle atteint un point de rupture, et même Pierre, malgré son arrogance, semble sentir que quelque chose cloche. Il ajuste nerveusement son col, son regard passant de Fatima au juge Moreau, cherchant un soutien qui ne vient pas. La salle, autrefois un théâtre d'élégance, est maintenant une arène où l'arrogance de Pierre est sur le point de se heurter à une justice qu'il n'a jamais anticipée. Alors que Pierre Leclerc est escorté hors de la salle d'audience, menottes aux poignets, sous les regards accusateurs et les rires moqueurs des spectateurs, l'humiliation atteint un point de non-retour dans ce tribunal marseillais devenu théâtre d'une justice implacable. Fatima Diallo, désormais révélée comme agente fédérale, se tient droite, son dossier toujours serré contre elle, incarnation d'une rage contenue qui a renversé un système corrompu. La salle, encore vibrante d'émotion, résonne des murmures admiratifs et des exclamations indignées face à la chute de Pierre et à la complicité évidente du juge Bernard Moreau. Les téléphones continuent de filmer, les réseaux sociaux s'enflamment et le hashtag #Justice Marseille devient viral, transformant cet instant en un symbole de lutte contre l'injustice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le véritable impact de cette journée historique commence à se faire sentir, et Fatima, au cœur de cette tempête, devient une figure de changement pour Marseille et au-delà. L'atterrissage de l'opération fédérale dans ce tribunal marseillais marque un tournant irréversible pour la ville. Alors que Pierre Leclerc est conduit à l'extérieur, les flashs des caméras des journalistes agglutinés devant le tribunal crépitent, capturant son visage blême et ses yeux hagards. Les chaînes d'information locales, comme France 3 Provence-Alpes, diffusent l'événement en direct, les présentateurs décrivant avec fébrilité la chute d'un officier autrefois intouchable. Les habitants de Marseille, rassemblés devant leurs écrans ou dans les cafés des quartiers populaires comme Noailles, commentent avec une colère mêlée de satisfaction. « Enfin, il tombe !» crie une femme dans un bar, tandis qu'un groupe de jeunes brandit des pancartes improvisées devant le tribunal, sur lesquelles on lit « Justice pour tous ». La révélation de l'opération fédérale orchestrée par Fatima a mis le feu aux poudres, réveillant une rage collective contre un système qui a trop longtemps protégé les puissants au détriment des plus faibles. Un élément nouveau vient alors ajouter une couche de dramatisme à la scène. Alors que Pierre est poussé dans une voiture de police, un manifestant, un homme d'une 50aine d'années nommé Malik, s'avance avec une photo dans les mains. C'est une image de son frère, mort en détention sous la garde de Pierre, il y a 5 ans, un cas étouffé par Moreau. Malik, les larmes aux yeux, hurle « Assassin ! Tu as tué mon frère, et maintenant tu vas payer !» Sa voix, brisée par la douleur, résonne dans la foule, qui se met à scander « Justice pour les victimes !» Ce moment, capturé par les caméras, devient viral en quelques minutes, ajoutant une dimension personnelle et émotionnelle à la chute de Pierre. Les réseaux sociaux s'enflamment davantage, et des hashtags comme Liats pour le s'oublier et Bias Marseille se réveille apparaissent, portés par des témoignages de familles qui ont souffert sous le joug de ce système corrompu. Dans la salle d'audience, l'atmosphère reste électrique. Le juge Bernard Moreau, désormais seul derrière son pupitre,
tente de reprendre le contrôle, mais sa voix tremble. La séance est suspendue. Ces mots, à peine audibles, sont noyés par les exclamations des spectateurs. Une femme, portant un foulard Hermès, se lève et crie « Vous êtes aussi coupable que lui, démissionnez !» Ces paroles, chargées de colère, reflètent le sentiment de la salle entière. Moreau, blême, baisse les yeux, ses mains agrippant le bord de son bureau, comme s'il cherchait à se retenir de s'effondrer. Pour la première fois de sa carrière, il n'est plus le maître des lieux, mais un homme acculé, exposé au regard d'une justice qui l'a trahi. Camille, la journaliste, filme toujours, commentant en direct « Le juge Moreau est fini. Marseille assiste à une révolution judiciaire. » Fatima, impassible, observe la scène sans un mot. Sa rage, qui bouillonnait sous la surface pendant tout le procès, s'est transformée en une détermination froide. Elle sait que ce n'est que le début. Alors qu'elle quitte la salle, escortée par 2 agents fédéraux, les spectateurs se lèvent spontanément, certains applaudissant, d'autres criant des encouragements. « Bravo, Fatima !» Une jeune femme, étudiante en droit, s'approche timidement et murmure « Merci, pour nous tous ». Ce moment, chargé d'émotion, montre que Fatima n'est pas seulement une agente fédérale. Elle est devenue un symbole d'espoir pour ceux qui ont été écrasés par le système. À l'extérieur, alors que le soleil décline sur Marseille, la foule continue de grossir. Des associations locales, comme SOS Racisme, se joignent aux manifestants, brandissant des pancartes réclamant une réforme profonde de la justice. Les médias nationaux, tels que Le Monde et France Info, commencent à couvrir l'événement, décrivant Fatima comme « la femme qui a fait trembler Marseille ». Mais ce triomphe n'est pas sans danger. Alors que Fatima s'éloigne du tribunal, un homme en costume sombre, resté dans l'ombre, observe la scène depuis une voiture garée à l'écart. Il murmure dans son téléphone « Elle est devenue trop visible. Il faut agir ». Ce détail, aperçu par Camille qui filme depuis la foule, ajoute une note de suspense. La victoire de Fatima a réveillé des forces puissantes, et sa sécurité est désormais en jeu. Dans les jours qui suivent, l'impact de cette journée se fait sentir à Marseille et au-delà. Pierre Leclerc est suspendu et inculpé pour corruption et obstruction à la justice, tandis que Bernard Moreau est contraint de démissionner, son nom traîné dans la boue. Une enquête fédérale plus large est ouverte, visant à démanteler le réseau de corruption qui s'étend bien au-delà de Marseille. Fatima, quant à elle, refuse les projecteurs. Elle rejette les interviews et les propositions de gloire, préférant travailler dans l'ombre pour protéger les victimes oubliées. Elle crée une association locale, Justice pour Marseille, installée dans un petit bureau du quartier de la Plaine, où elle rencontre des familles brisées par le système, écoutant leurs histoires avec une empathie qui les réconforte. Sa rage, désormais canalisée, devient une force de changement, prouvant que la justice n'est pas un verdict, mais un combat de tous les instants. L'histoire de Fatima Diallo, dans le tribunal de Marseille, est bien plus qu'un simple récit de justice. Elle est une leçon profonde sur la résilience, la vérité et l'humanité dans un monde marqué par l'injustice. À travers ce drame, plusieurs enseignements se dégagent, chacun imprégné d'une valeur humaniste qui résonne universellement. Tout d'abord, l'histoire met en lumière la puissance de la patience et de la détermination face à l'oppression. Fatima, confrontée aux insultes racistes et au mépris de Pierre Leclerc, ne cède pas à la colère immédiate. Elle choisit le silence, non par faiblesse, mais comme une arme stratégique, attendant le moment précis pour révéler la vérité. Cette retenue montre que la justice véritable ne s'obtient pas par des cris ou des confrontations impulsives, mais par une stratégie réfléchie et une foi inébranlable en la vérité. C'est une leçon pour chacun de nous. Dans un monde où l'injustice peut sembler écrasante, la persévérance et l'intelligence émotionnelle sont des outils puissants pour provoquer un changement durable. Ensuite, l'histoire souligne l'importance de donner une voix aux oubliés. Fatima ne se bat pas uniquement pour elle-même. Elle représente toutes les victimes silencieuses d'un système corrompu, comme le frère de Malik, mort en détention sous la garde de Pierre. En exposant la corruption de Pierre et de Bernard Moreau, elle redonne dignité et espoir à ceux qui ont été écrasés par le pouvoir. Cet aspect humaniste est au cœur de son combat. Elle ne cherche pas la vengeance, mais la justice pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de se faire entendre. Cela nous rappelle que les véritables héros ne sont pas ceux qui cherchent la gloire, mais ceux qui se battent pour les autres, même au prix de leur propre sécurité.
Le récit met également en évidence la force de la solidarité collective. La réaction des spectateurs, d'abord passifs face aux insultes de Pierre, évolue au fil du procès. Lorsqu'ils découvrent la véritable identité de Fatima, leur indignation se transforme en soutien actif. Ils filment, tweetent, et certains crient leur colère contre l'injustice. Cette transformation montre que, même dans une société où le silence est souvent complice, une étincelle de vérité peut réveiller les consciences et unir les gens pour une cause commune. C'est un appel à l'action pour chacun de nous. Ne pas détourner le regard face à l'injustice, mais se lever, même modestement, pour soutenir ceux qui la combattent. Enfin, l'histoire de Fatima est une ode à la dignité humaine face à l'adversité. Malgré les humiliations, les stéréotypes racistes et les tentatives de la réduire à une caricature, Fatima reste inébranlable. Sa rage, bien que profonde, est canalisée en une force constructive, qui non seulement démantèle un réseau de corruption, mais inspire aussi une ville entière à repenser sa conception de la justice. Elle refuse les projecteurs, préférant travailler dans l'ombre pour aider les victimes, prouvant que l'humanité véritable réside dans l'acte de donner sans attendre de reconnaissance. En conclusion, l'histoire de Fatima Diallo nous enseigne que la justice est un combat de longue haleine, nécessitant courage, patience et un profond sens de l'humanité. Elle nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, même face à un système apparemment invincible, à condition de rester fidèle à ses valeurs et de se battre pour ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes. Ce récit est un cri d'espoir et un appel à l'engagement, nous invitant à ne jamais accepter l'injustice en silence, mais à agir avec cœur et détermination pour un monde plus équitable.